Eh bien, bonjour à toutes et à tous, avec quelques minutes, quelques instants de retard, et on vous prie de bien nous excuser, mais que voulez-vous? C'est l'informatique. L'informatique, il y a toujours des problèmes au niveau de l'informatique, même lorsqu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Eh bien, voilà, ce sont les soucis que nous avons. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, eh bien, c'est un univers embelli par la construction précise des détails, où chaque couleur posée sur la toile est un vrai feu d'artifice, qui nous plonge bien, dans un arc-en-ciel aux 1000 reflets et qui illustre à merveille l'état d'esprit de cet artiste au talent exceptionnel. Artiste également multiples facettes, à la sensibilité lumineuse, et chaque geste posé sur la toile devient une véritable œuvre picturale. Sa peinture reflète la pureté de son âme, son appréhension de son univers est une exaltation, et elle nous impose avec force et conviction un regard qui nous transperce et nous transporte dans une totale admiration où notre âme contemple en toute sérénité ces toiles et nous confirme le talent de cet artiste. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Béatrice Crabière. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Béatrice, première question, dans quel univers avez-vous grandi? Alors, mon univers, j'ai toujours été peintre en fait. Je crois que je portais toujours la peinture en moi, même petite fille. Je n'ai pas eu de cours, je n'ai pas été formée. Je sais que j'avais la plupart du temps les premiers cours de dessin petite fille, même affichés sur les vitrines de la ville. Je dessinais dans mes cahiers d'école. Je faisais des maisons de poupées avec les boîtes en carton de gâteaux. Mais voilà, donc c'était je pense que c'était ma sensibilité qui me portait à la peinture, à l'esthétique. Voilà, c'était vraiment inné chez moi, je pense. Et là, comment vous avez justement découvert cet art qu'est la peinture? À quelle occasion? C'est ce que je te disais, Richard. Je pense que ce sens de la peinture, j'ai toujours porté en moi. Je ne peux pas l'analyser autrement. Mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, un moment dans ta vie où tu as été plus attiré, en sachant même si on sait que c'est à l'intérieur de soi, que c'est quelque chose qui nous habite, oui. Et qu'on en est souvent inconscient, est-ce qu'il y a un déclic qui t'a dit, bon, maintenant il faut que je franchisse la porte et je vais m'orienter vers ça, et puis le reste, tant pis? Le déclic, c'est plutôt le parcours. En fait, mes parents ont voulu que j'aille jusqu'au bac. Le collège, la petite école, le collège, tout se passait bien. Le lycée, ça a été une catastrophe. Je n'aimais pas l'école. Donc, j'ai passé 2 fois mon bac parce qu'à cette époque, on me disait avoir son bac pour avoir du travail. Et je n'ai pas eu mon bac. J'aurais rêvé d'être inscrite aux Beaux-Arts. Mais bon, il y a eu une erreur de parcours. Et par la raison, mes parents m'ont inscrit dans une école dans l'Luminure à Angers, un atelier dans lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, où j'ai appris la mise en couleur des documents anciens à partir de pochoirs découpés dans des feuilles de métal. Mais ce n'était pas un choix de cœur pour moi, c'était plutôt un choix de raison. Et à la sortie de cet atelier, j'ai décidé avec mes cartons à dessin et pas grand-chose au départ, parce que je suis vraiment autodidacte, de contacter un petit peu des maisons de décoration, des particuliers. C'est comme ça que j'ai travaillé. Donc c'était vraiment une période de vache maigre au départ. En plus, j'avais un tempérament timide, donc c'était pas facile pour moi. Mais j'avais décidé, coûte que coûte, de me lancer dans cette aventure un petit peu marginale. Alors justement, en tant que femme artiste, est-ce que ce monde est plus impitoyable envers les femmes qu'envers les hommes? Et comment, toi, finalement, tu as vécu cette période? Non, je dirais pas que c'est un monde impitoyable. Non, non, pas du tout. Par contre, j'ai remarqué que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. C'est qu'il y avait bien plus d'hommes peintres, d'artistes peintres qui vivaient de leur travail, qui vivaient de leur passion. Plus que les femmes qui étaient vraiment prises par le quotidien, prises par d'autres choses, et que c'était beaucoup plus difficile de consacrer un temps. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, ça demande un espèce d'échauffement mental pour bien travailler. Et c'est vrai que moi, c'était très saccadé dans ma vie de femme, parce que j'ai eu 3 enfants aussi. Donc c'était beaucoup plus difficile. Mais j'ai quand même continué dans cette voie malgré tout. Donc, si j'ai bien compris, tes parents n'étaient pas du tout dans le... Enfin, il n'y avait aucun membre de ta famille qui était dans le monde artistique? Non, professionnellement, absolument pas. Non, pas du tout. Alors, un petit peu par la sensibilité, c'est arrivé quelquefois, mais pas du tout. Je n'étais pas du tout, malheureusement, dans un environnement d'artiste. Alors, comment tu peux, toi, expliquer, par exemple, qu'en étant dans un univers non artistique,
que tu as été envahi par cette forme d'expression. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui est indépendant de ta volonté, c'est quelque chose qui vient d'autre part? Comment finalement tu peux exprimer cette passion et cet envoûtement de la peinture qui a pris possession de ton corps et de ton âme? Alors je dirais, d'abord Richard, je ne dirais pas que c'est une passion. Je dirais plutôt très simplement, d'abord j'ai toujours du mal à parler de moi-même, mais très simplement que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Pour moi, une passion, c'est quelque chose, c'est déjà un élément extérieur. Là, ça fait vraiment partie intégrante de moi, c'est mon identité. Alors, il y a des périodes qui sont détestables aussi, hein, dans la peinture, qui sont éprouvantes. Ça va revenir, je pense que là, il y a un léger décrochage. Ah, on a perdu le son. On a perdu le son. Qui m'ont porté. Alors, est-ce qu'il y a des compétences, des facultés particulières à acquérir pour devenir peintre? Est-ce que c'est... alors... C'était plutôt ces domaines-là qui m'attiraient. Alors, on constate aussi une chose, c'est que tu es très attiré par les objets, puisque soit tu les décores, ou soit tu les restaures, et on pense déjà un peu à une forme de décoration polychrome. Pourquoi ce domaine finalement? Pourquoi ces objets? Et est-ce que c'est lié à d'autres intérêts comme l'histoire de l'art ou l'immobilier? Je disais de moi que je faisais du sauvetage d'objets perdus. Voilà, donc visite quelquefois dans les déchetteries, les décharges sauvages, etc. enfants. Et puis donc des récupérations, des repeintures, des relookages, comme peindre jusqu'à des murs entiers, intérieur comme, surtout intérieur, parce qu'extérieur j'en ai moins fait. Voilà. Donc pas que des objets. D'accord, mais quand on voit par exemple toutes ces orientations, tous ces matériaux sur lesquels tu travailles, oui. Il y a bien une approche différente, par exemple quand tu travailles un œuf, ou quand tu travailles une toile, ou quand tu travailles un mur, etc., ou quand tu restaures, l'approche n'est pas du tout la même. Par quoi finalement, quand tu as décidé de créer quelque chose ou de restaurer, par quoi vas-tu commencer en priorité? Alors quand il faut restaurer, c'est l'analyse. La recherche, l'analyse, l'observation, approcher doucement l'objet. Et ça peut prendre combien de temps à peu près pour cette analyse? Est-ce que des fois il te faut, c'est variable, ça peut aller par exemple de quelques heures à quelques jours, voire plus? Ça peut être quelques heures à quelques jours, ça dépend de la difficulté du travail. Il y a une certaine maturation qui se fait même dans l'inconscient. Il peut y avoir une maturation même la nuit, sans qu'on s'en rende compte. Il y a un travail qui se fait du cerveau. Voilà, mais ça c'est pour la restauration. Après, la création, c'est complètement différent. Alors, si je travaille dans un style, dans un esprit, c'est aussi des recherches qu'il faut faire parce que j'ai beaucoup travaillé à la commande. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est plus de la création, c'est-à-dire un lâcher-prise total avec toute ces espèces de cadre que je me suis imposé. Un lâcher-prise total me ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui te manque justement pour arriver à ce lâcher-prise total? C'est quoi? C'est encore un manque de confiance en toi en tant qu'artiste? C'est quoi? C'est toujours une forme de timidité? C'est peut-être c'est-à-dire que j'ai été formatée, ça fait plus de 40 ans que j'exerce ce travail. Donc ça m'a quand même formatée dans un certain cadre de rigueur, de recherche. Donc c'est toujours difficile au bout de tout ce temps de lâcher-prise totale avec soi-même. Peut-être un manque de confiance en soi, mais je pense que ça doit être extraordinairement libérateur et moi j'aspire à ça. Donc voilà ce que je peux dire dans l'ensemble. C'est difficile pour moi de me parler de mon travail, hein. J'ai du mal, hein, Richard. Oui, non, mais ça je me doute bien, c'est comme tout artiste, c'est ce que nous disions tout à l'heure, pour un artiste c'est souvent très compliqué de porter un regard sur le travail qu'il fait, parce que le travail qu'il fait... D'intellectualiser. Voilà, c'est ça. Souvent un artiste, c'est plutôt viscéral, ça ressent les choses, ça les vit. Voilà, c'est instinctif, c'est viscéral. Voilà. C'est vrai que, après, peut-être nous autres, on essaie toujours d'intellectualiser la chose, d'essayer de mettre des mots sur des choses. Alors finalement, des fois, il n'y a pas forcément des mots.
beaucoup plus simple que Voilà, ça. c'est ça, oui. Enfin, l'approche pour un artiste, c'est beaucoup plus simple. Enfin, des fois, quand on voit, par exemple, les œuvres que les artistes proposent, bah, des fois, on se pose nous aussi des questions, quoi. Quand on voit le travail qui est abouti aussi, waouh, par quel chemin est-il passé, par quel ceci. Tout à fait. Alors moi, jusque-là, ça a été quand même plutôt du figuratif. Donc il n'y a pas une recherche, un langage à faire passer, etc. Je pense que chez des artistes contemporains qui peuvent être très déroutants ou rebutants quelquefois, si on comprend leur démarche, si on a la chance de pouvoir accéder à la démarche qu'ils ont suivie, là ça peut devenir, on peut avoir un regard complètement différent et ça peut être très intéressant. Moi, avec beaucoup d'humilité, je dirais que l'interprétation de ce que je fais se fait très rapidement par le regard extérieur. D'accord. Et alors, est-ce que l'art contemporain, est-ce que tu y songes ou c'est vraiment quelque chose qui pour toi fait partie d'une autre planète? Parce que ça aussi, c'est un autre univers. C'est ça le problème, je suis très partagée. J'ai touché un peu à tout, c'est un peu divers, toutes mes approches esthétiques que j'ai fait. Moi, ce que je recherche surtout, c'est l'esthétique. Donc ça peut être aussi bien, j'adorerais refaire les grands panoramiques, des choses dans un esprit 18e, des grands paysages, même sur mur, sur d'immenses toiles à dérouler, ou tendues sur châssis. Et à côté de ça, j'aimerais faire de l'abstrait, mais de l'abstrait avec une recherche de couleurs toute très fondue, très encamailleux, avec de la matière, parce que je travaille au niveau, peut-être que tu vas me poser la question, alors je te devance, mais au niveau matériaux, j'utilise... J'ai beaucoup travaillé avec la colle de peau de lapin, des pigments, je travaille avec de la peinture à l'huile, avec des acryliques, avec du gesso, de la poudre de marbre. Et le travail de la matière et de la patine, des patines à l'huile, ça peut être très intéressant justement pour la peinture abstraite sur de grands formats. J'aimerais vraiment m'éclater sur de grands formats. Donc en fait, ce qui me manque, c'est le temps. C'est surtout le temps qui me manque et une sécurité matérielle finalement qui me permettrait de ne plus travailler à la commande et de me donner complètement ce que je souhaite depuis tant d'années. Et je vois que la vie avance très vite et il serait temps que je m'y mette. Est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont influencé ton art, ta façon de peindre? Est-ce que tu as des références comme ça? Est-ce que Delacroix, Poussin ou pas du tout? Ou alors... Pêle-mêle, j'ai pas réfléchi à cela, j'ai pas réfléchi à cette question. Par exemple, j'adore pour en revenir à l'enluminure, ce qui est extraordinaire dans l'enluminure, c'est si on les regarde attentivement, c'est sur les paysages arrière-fond qui sont fabuleux. Giotto, j'adore aussi, mais comme je peux aimer, il y a des Picasso que j'adore, il y a des... qu'est-ce que je peux citer comme peintre? Chardin, j'adore Chardin. C'est très pluraliste en fait, mes approches et mes attirances. Il y a des femmes aussi, il y a Marie Laurencin, il y a Utrio, Pissarro, voilà, etc. Ça va un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que finalement, ton activité, est-ce que tu la pratiques en tant que vraiment qu'artiste solitaire, ou est-ce que, comme certains artistes, tu partages un atelier dans lequel tu vas échanger un savoir, tu vas piocher des informations, ou tu es vraiment quelqu'un de solitaire et que tu as besoin finalement de cette solitude pour exprimer pleinement ton art? Oui, je suis quelqu'un de très solitaire, de très indépendant. Le système atelier collectif ne m'attire absolument pas. Donc j'ai la chance, c'est que j'ai un atelier chez moi dans une pièce qui est très ancienne, qui est très grande. C'est une pagaille folle. Malheureusement, on n'a pas pu installer la caméra dedans parce que le réseau était très mauvais. Mais donc je suis installée là et voilà, et j'y travaille tous les jours. Il fait très froid en ce moment, mais j'y travaille tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu as, par exemple, comme les écrivains ou même comme beaucoup d'artistes, est-ce que tu as des horaires bien précis où tu te dis, bon là, moi le matin c'est consacré à ma peinture ou plutôt c'est l'après-midi? Quel est un peu l'emploi du temps que tu consacres à ton activité artistique? Moi, en général, c'est le matin. Je peux commencer tôt. Quand je suis pris dans mon élan, je pourrais même faire sauter le déjeuner, ça m'est déjà arrivé. Quelquefois, je travaillais la nuit, quand j'avais mes enfants petits. Donc, je profitais qu'ils dorment pour me mettre à travailler. Et là, c'est absolument fabuleux parce qu'on se sent hors du temps. Hors d'espace, hors temps.
Mais voilà mon rythme de travail et il faut que je touche à mes pinceaux tous les jours. J'en ai besoin. Est-ce que dans ton expression artistique, est-ce que tu y mêles, par exemple, dessin, photographie, vidéo, ou tu restes entièrement axé sur la peinture? Non, je suis axée sur la peinture, donc les supports, moi ce sont les murs, les toiles, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'aimerais faire travailler le collage. Alors j'ai travaillé sur des manuscrits anciens, ça m'est arrivé de travailler de la peinture sur des fonds de manuscrits, sur des fonds de partitions anciennes, ça je l'ai fait. Mais j'aimerais aussi travailler avec des collages, faire des collages papier ancien. Je suis vraiment branchée ancien. Pourquoi cette matière? Pourquoi ces manuscrits anciens? Pourquoi c'est un rapport très intime avec la matière? C'est la matière. J'ai toujours été très émue par le passé, en fait, le passé des choses, le passé des maisons. Je pense que dès l'enfance, ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai été baignée là-dedans et voilà, l'histoire inconsciente des objets, des maisons, des murs, des matériaux, j'adore. Voilà, c'est pour ça qu'enfant, même mes parents m'emmenaient, on allait dans les décharges, c'était très amusant de chercher des trésors, des petits trésors délaissés, et donc c'est pour ça que j'aime utiliser ce genre de matériaux, oui. Ouais. Alors est-ce que, par exemple, quand tu vas restaurer un lieu, on parle souvent de vibrations, parce que les uns disent que les murs gardent en souvenir des événements. Quand tu vas restaurer, par exemple, on te demande de restaurer une statue dans un endroit précis, est-ce que tu ressens aussi un peu le passé de cet endroit ou pas du tout, oui? Ah si, tout à fait. Des restaurations de statues d'église, ça demande, c'est très... il y a une relation très profonde qui se fait même inconsciemment avec la statue, de grand respect, sachant qu'il y a tout un vécu autour de cette statue, d'émotions, de gens, etc. Ça m'est arrivé de travailler dans des châteaux, c'est la même chose, il faut respecter l'âme des murs, complètement différemment. J'ai pu faire des projets de décors peints pour des cabarets, là c'est complètement différent, c'est beaucoup plus ludique et festif. Mais oui, bien sûr, il faut s'imprégner quand même de l'atmosphère du lieu pour lequel on va travailler. Et des gens aussi, quand ce sont des demandes très particulières pour des particuliers. Est-ce que finalement aujourd'hui tu travailles davantage sur des commandes ou est-ce que tu as déjà fait des expositions? Comment un peu tu envisages aujourd'hui l'évolution de ton art? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. De toute façon, bon, une exposition, j'en fais une tous les ans en principe, sauf à cause du Covid. Ça a sauté pendant 2 ans, mais fin novembre. Donc j'ai souvent en ce moment les mains pleines de peinture et ça se fait chez moi et c'est tout mon relationnel. Hein, c'est une expo un peu privée qui est très sympa où je présente un petit peu tout ce que j'ai fait sur plusieurs mois. Et puis ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment me tourner vers de la pure création. Et là, il faut que je trouve un moyen d'exposer dans des galeries, mais des galeries qui aient une certaine envergure. Moi, ça m'intéresserait de me confronter à ce genre de lieu, de critiques. C'est toujours très positif, de toute façon. Même qu'elles soient négatives, les critiques sont toujours très positives, pour moi. Très constructives, plutôt. Oui, et puis après, je ne sais plus qui disait, l'essentiel, que l'on dise du bien ou du mal, peu importe, l'essentiel c'est que l'on parle de moi. Voilà. Bien sûr qu'il n'y ait pas d'indifférence. L'indifférence, c'est le pire. Alors, je revenais un peu sur bon, tu as eu toi, ta relation avec tes parents, donc tu as 3 enfants. Si demain, par exemple, un membre de ta famille te disait, voilà maman, j'ai envie de me lancer dans la peinture, j'ai envie d'être artiste, musicien, chanteur, quelle serait un peu ton approche? Est-ce que tu l'inciterais ou tu dirais non, écoute, passe ton bac avant? Ah là, non. Non, c'est très frustrant. Mais par contre, qu'est-ce que je dirais? D'exploiter de toute façon ce domaine, mais en ayant en parallèle une activité quand même professionnelle, quelle qu'elle soit. C'est surtout que mes enfants soient heureux, les membres de ma famille, quel qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Mais c'est quand même rassurant d'avoir un travail d'appoint à côté.
en pouvant se ménager du temps pour créer et voir après le développement possible qu'il peut y avoir dans ce domaine. Et justement, alors tes enfants, quel regard portent-ils sur leur maman artiste peintre? Je pense ils ont une certaine fierté, ils ne le disent pas trop, mais je pense ils ont une sensibilité d'artiste aussi, tout en ayant chacun leur parcours professionnel complètement différent. Mais ils portent en eux cette sensibilité et je crois qu'ils sont fiers de ce que je fais. Ouais. Et, alors, et toi, alors finalement, quand tu regardes tes œuvres, est-ce que tu peux, même si tu as du mal à en parler, quel regard portes-tu justement sur tout ce parcours, finalement, entre le début et aujourd'hui, quand tu regardes et que tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur et que tu vois le passé, finalement, comment tu peux définir cette histoire, ton histoire? Mon histoire, ben, ça n'a pas été en ligne droite. Hein. Quand on est autodidacte, c'est des tas de petits chemins qui sont pris. Il y a quelquefois des impasses, ça peut être très douloureux, très difficile. Beaucoup de temps perdu, évidemment, parce que j'ai pas eu la chance d'être formée à des tas de techniques qui m'auraient passionnée. Mais voilà, il y a tellement de choses encore que j'aimerais faire, tellement, et le temps avance maintenant pour moi à vitesse grand V. Donc voilà, mais je ne regrette absolument pas mon choix, par contre, de vie. Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de moi, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Dernière question, tes projets, est-ce que tu as des projets immédiats ou peut-être futurs? Projet, non, alors toujours cette histoire de me lancer dans l'abstrait. J'aimerais aussi, j'aimerais sculpter. J'aimerais sculpter, mais avec des matériaux un peu pauvres, intéressants pour moi, style papier mâché, métal, béton. Voilà, ce sont des techniques qui m'intéresseraient beaucoup, à même apprendre par moi-même toute seule, ça ne me dérange pas. Donc poursuivre et toujours continuer à être autodidacte jusqu'au dernier coup de pinceau. Au dernier coup. C'est surtout créer. Alors justement, est-ce qu'il t'arrive des fois d'être devant une toile blanche? On connaît par exemple que l'écrivain a une angoisse devant la page blanche. Est-ce que chez toi il y a cette angoisse de la toile blanche, de se dire tu es face à une toile et rien ne vient? Je ne parlerai pas d'angoisse, je trouve que c'est très très rébarbatif de s'y mettre. Voilà, c'est le démarrage qui est long pour moi. Après, une fois que j'ai mis la main dans la pâte, ça y est, j'ai passé la vague et ça y est, je peux me lancer. Mais il y a ce départ qui, pour moi, est même presque rébarbatif. Voilà, il faut franchir ce cap et je te dis, une fois que c'est parti, ça y est, la machine ça a chauffé et je peux me lancer et continuer et travailler. Et comment tu expliques ce départ un peu rébarbatif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris en conscience qu'il y avait tellement de choses à faire ou... Je ne peux pas t'expliquer. Je vais être grossière. Je dirais que je trouve ça très chiant quand il faut commencer quelque chose. Voilà. Et après, après quand je me suis forcée à m'y mettre, c'est là où c'est parti, c'est bon. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de commencer une toile, et puis en plein milieu de la toile, comme certainement beaucoup d'artistes, et ma question va peut-être te paraître un peu saugrenue, en plein milieu de la toile, tu te dis, bon, là, il faut que j'arrête, parce que c'est pas du tout ça, c'est pas bon, tu prends la toile et tu la mets de côté pour la reprendre quelques temps après. De me dire que c'est pas bon, ça m'arrive. De déchirer, casser mes toiles, j'ai jamais fait. Je sais que Cézanne le faisait, le pauvre. Dans sa Provence, là, quelquefois de rage, il cassait ses toiles et il balançait dans les buissons. Non, moi je fais pas ça. Non, par contre, je me dis qu'il faut y arriver. Donc je laisse un peu au repos, mais il faut que j'y arrive. Tout en étant jamais vraiment satisfaite de mon travail. Mais voilà, ce sont des défis que je me lance et il faut que j'y réalise. Parce qu'il n'y a pas que les toiles, hein, parce que tu fais aussi des bijoux. Oui, tu fais d'autres choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la peinture, tu crées aussi des bijoux avec des pierres. Donc tu as aussi cette notion de connaître plus ou moins les qualités de telle ou telle pierre
que tu vas agencer ou pas avec telle pierre ou telle pierre. Les qualités, non, alors Richard, les qualités des pierres, la symbolique, tout ça, moi, non. Mais par contre, oui, les couleurs, c'est-à-dire que ce sont comme c'est comme une palette de peinture, en fait. Hein. Je travaille les perles, mes cristaux, etc., comme une palette, avec le plus d'harmonie possible. J'ai fait aussi, j'ai fait énormément de meubles pour les cours 18e, ça j'en ai pas parlé, mais c'était quand même très beau. J'ai fait des miroirs coquillages, complètement des mosaïques de coquillages, des coquillages qui venaient d'Afrique du Sud, souvent, que je faisais venir par carton. Voilà, j'ai travaillé sur d'autres supports que la toile et la toile peinte. Que peut-on te souhaiter pour terminer cet entretien, Béatrice? À part longue vie et puis encore plein de créations et puis peut-être... Est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose aujourd'hui, à part le temps? Oui. À part le temps? Moi, ce qui me manque, c'est de me faire connaître. Oui. Ça, c'est la faiblesse chez moi, c'est d'arriver à me faire connaître. Et le faire par moi-même, c'est fatigant. C'est c'est déstabilisant par rapport au travail que je fais par moi-même. Mais voilà, c'est d'arriver à avoir une certaine reconnaissance à grande échelle quand même. Je suis peut-être ambitieuse, c'est ce que je souhaite. Donc effectivement, dans ce cas-là, il faudrait avoir un agent qui pourrait s'occuper de toi, mais... Un mécène. Un mécène, voilà. Oui, mais alors c'est toujours pareil, les mécènes, c'est vrai que pour avoir un mécène, il faut être connu. Donc peut-être avant de trouver le mécène, il faut peut-être... mais peut-être que Michel, qui travaille dans l'ombre, peut-être s'active pour peut-être... Oui, j'ai mon mari, mon mari qui s'attache à vouloir justement développer mon secteur, pouvoir développer ma clientèle, mais tout à fait. Même si j'ai une clientèle depuis 40 ans, il y en a quand même qui sont restés fidèles et ça s'est agrandi, mais ça reste quand même un petit rayon. Et donc lui voudrait s'attacher à éparpiller un petit peu ma... Oui, et puis à diffuser un peu, c'est vrai qu'après, c'est important, c'est de se faire connaître en dehors de son lieu d'habitation pour essayer de la région, après le département, puis après voyager aussi en France et puis un peu dans le monde. Parce que j'ai été exposée déjà sur des salons internationaux dans ma première tranche de vie, des salons internationaux pour des décorateurs, des professionnels de la décoration d'intérieur. Mais tout ça, c'était j'ai 60 ans, donc il y a 30 ans. 30 ans. Et voilà, et donc en faisant ma vie, j'ai changé de domaine et c'est un petit peu à reconstruire tout ça. Oui, mais enfin, ce qui a été réalisé il y a 30 ans peut être de nouveau réalisable aujourd'hui. Différemment, mais il peut l'être. Je pense, Richard, que beaucoup de choses ont changé quand même. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, pardon. La façon de communiquer, énormément de choses ont changé. Donc, c'est différent. Mais alors, puisqu'on parle de communication, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est hyper important, pourquoi justement ne pas utiliser ta page Facebook pour avoir cette espèce pour communiquer? Parce que finalement, ça ne te coûte pas grand-chose. Hein. Facebook, ça ne coûte rien, ça demande un peu de travail personnel. Oui. On met la page à jour, et puis ça draine. Hein. Tout à fait. J'avais commencé sur Pinterest aussi. Sur Facebook, je suis un peu paresseuse. Je ne pense pas actualiser ce que je fais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, Pinterest, Facebook, voilà. Et puis après, il faut quand même parler de ton site qui est très bien fait. Il est très joli, ton site, donc ça, je vous invite à le visiter. J'ai de la chance parce que j'ai un ami, Jean-Gabriel Tangeman, qui m'a fait ce site, donc qui est cinéaste et qui a fait ce site pour moi. C'est très beau. Et je reconnais que c'est un très très beau site. Alors on peut peut-être donner l'adresse du site. Oui. Alors, écoutez, c'est que je me rappelle bien. Les 3W. Du 6 et Crabière, avec un S à la fin, .com. www.béatrice-crabière.com. Parfait, ça y est, nous sommes arrivés. Écoute, Béatrice, en tout cas, merci pour tout. On te souhaite plein de bonnes choses. Et puis peut-être nous aurons le plaisir de nous revoir peut-être lors d'une prochaine exposition ou peut-être tout simplement autour d'une tasse de thé.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et puis on te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Merci. Au revoir à tout le monde.